Allons-y. Bonjour à tout le monde dans la salle et à ceux qui sont en ligne donc, pour ce MOOC d'astrophysique. Donc aujourd'hui, nous accueillons Jean-Pierre Luminet, qui est au laboratoire d'astrophysique de Marseille depuis 3 ans et demi, c'est ça? Et qui travaille donc, comme tout le monde le sait, dans le domaine de la cosmologie, de la structure de l'univers. Et nous avons le plaisir donc d'écouter cette conférence sur l'univers, le Big Bang et l'au-delà. Donc Jean-Pierre. Très bien, merci. Eh bien, bonjour ou bonsoir, plus exactement, à tout le monde. C'est un honneur et un plaisir pour moi de clôturer cette série de conférences dans le cadre du MOOC astrophysique. Comme l'indique le titre, l'univers, le Big Bang et au-delà, je vais vous parler donc de cosmologie. Sans doute peut-être la partie, le domaine le plus ambitieux des sciences de l'univers, puisqu'elle tente rien de moins que d'avoir donc un discours sur l'univers, mais un discours sur l'univers dans sa totalité, et donc essayer de décrire la structure de l'univers dans son ensemble. Alors c'est pour ça que la cosmologie est en fait une très ancienne discipline de l'esprit humain, puisqu'on trouve déjà des modèles d'organisation du cosmos, donc en fait des modèles cosmologiques, un petit peu dans toutes les cultures, et en particulier évidemment en Occident, déjà, évidemment, les présocratiques, les Grecs, au 7e siècle avant Jésus-Christ, avaient déjà commencé à proposer des modèles cosmologiques. Aujourd'hui, évidemment, je ne peux pas faire un historique de tout ça, je vais parler de la cosmologie scientifique moderne. Parce qu'en fait, cette discipline extrêmement ancienne n'est finalement devenue réellement scientifique que depuis un siècle tout juste, à 1 ou 2 ans près, puisqu'en fait, il a fallu attendre pour cela, pour que cette cosmologie soit étayée enfin à la fois par des observations donc de nature cosmologique, donc pour cela il fallait des observations extragalactiques bien entendu, donc le développement évidemment de grands moyens instrumentaux, et puis également évidemment une bonne grille de lecture théorique. Cette grille de lecture théorique, vous l'avez deviné, c'est la théorie de la relativité générale d'Einstein. Bien. Et le premier modèle cosmologique relativiste a été publié en 2017, donc c'est vraiment le centenaire de la naissance de la cosmologie scientifique. Donc je vous parlerai de la cosmologie relativiste, qui est donc fondée, je le répète, sur la théorie d'Einstein, théorie de la gravitation, dont je dirai très brièvement quelques mots. Et puis, une fois qu'on a cette théorie, évidemment, il faut l'appliquer à l'ensemble du cosmos, et donc il se trouve que certaines simplifications, qui, vous allez voir, sont pertinentes et assez bien justifiées, sont absolument nécessaires, en fait, pour trouver des solutions cosmologiques, des équations de la relativité. L'une de ces simplifications essentielles, c'est ce qu'on appelle le principe cosmologique, c'est-à-dire homogénéité et isotropie, c'est-à-dire, en fait, indépendance de la position de l'observateur dans l'univers. Et puis également, on verra, mais très brièvement, que la relativité générale d'Einstein mettant en correspondance la structure spatio-temporelle et avec le contenu matériel, une simplification aussi très importante qui permet de résoudre des équations, c'est de simplifier que le contenu matériel est constitué en fait de fluide parfait. Bien. Et c'est grâce à ça, comme je vous le disais, que l'on peut en trouver des solutions exactes, dont je vous donnerai les principales, essentiellement les solutions dites de Friedman et Lemaître. Un petit mot de rappel vraiment très très bref sur l'idée de la nouvelle théorie de la gravitation qui a été proposée par Albert Einstein en 1916. Alors bon, comme le suggère un petit peu voilà, cette chose-là que je vous ai fabriquée aujourd'hui, dans la théorie de Newton, la gravitation est considérée comme une force en fait, émanant des objets massifs, la fameuse force d'attraction universelle de Newton, prenant effet dans le cadre d'un espace rigide, qui est l'espace de la géométrie euclidienne, sans courbure. Bien, voilà. Et donc, les trajectoires des corps passant près d'un corps massif sont déviées de la ligne droite naturelle en raison de cette force d'attraction universelle. Voilà, le coup de génie d'Albert Einstein, c'est de dire, en fait, voilà, c'est meilleure description de la gravitation est plutôt celle-là, c'est-à-dire on abandonne l'idée d'un cadre spatio-temporel rigide, mais on a un cadre spatio-temporel élastique, on supprime la notion même de force de gravitation, et on va dire que les objets, les corps célestes, suivent des trajectoires en ligne droite, qu'on appelle des géodésiques, mais dans un espace-temps courbe, la courbure étant induite précisément par la concentration de matière, la distribution de matière. Voilà, c'est ça l'idée vraiment très très générale de la relativité générale, c'est-à-dire d'associer les phénomènes gravitationnels à des effets de courbure de l'espace et du temps. Bien. Donc évidemment, il faut remplacer les équations de la mécanique classique décrivant la gravité par ce qu'on appelle les équations du champ d'Einstein, qui, de façon très condensée,
peuvent s'écrire de cette forme-là, sous cette forme-là. Ici, vous avez un objet géométrique qu'on appelle un tenseur. Un objet, grosso modo, ça ressemble un petit peu à une matrice 4-4, donc à 16 composantes, qui contient en fait toutes les informations sur les propriétés géométriques de l'espace-temps, c'est-à-dire en fait les informations sur la courbure spatio-temporelle. Et à droite, vous avez un autre tenseur qui, lui, va décrire au contraire le contenu en matière énergie. Y compris évidemment les mouvements, puisque le mouvement crée également de l'énergie. Et voilà donc l'admirable simplicité de ces équations, c'est de poser cette équivalence entre la structure géométrique, donc non euclidienne évidemment, de l'espace-temps et la distribution des corps matériels. Alors je reviens maintenant rapidement sur les hypothèses d'homogénéité et d'isotropie, et on peut montrer, par un raisonnement mathématique assez simple, que ces deux hypothèses, c'est-à-dire donc distribution uniforme de matière et d'énergie dans l'espace et également indépendance de la direction, qui correspond à l'isotropie, impliquent que l'espace, la partie spatiale de l'espace-temps en cosmologie, doit avoir une courbure constante en chacun de ces points. Bien. Donc ça veut dire qu'en conséquence, il n'y a que 3 possibilités concernant donc la courbure de l'espace, tridimensionnelle. Ici, évidemment, j'ai mis l'image classique réduite à 2 dimensions. On peut avoir donc un espace de courbure positive, auquel cas donc un espace de type sphérique, analogue à la surface d'une sphère, mais sauf qu'à 3 dimensions, on peut avoir une hypersphère ou d'autres variantes à courbure positive. On peut avoir donc un espace à courbure négative, qui est l'équivalent donc d'un espace hyperbolique, ou on peut avoir donc un espace euclidien. On retrouve le cas très particulier de l'espace euclidien lorsque la courbure est strictement nulle en chaque point de l'espace. Un petit mot sur voilà, ce que j'ai mis à droite et qui peut paraître à ce niveau déjà un petit peu surprenant pour certains d'entre vous. J'en dirai peut-être un mot si j'ai le temps à propos de la topologie. C'est qu'en fait, la relativité générale, on va le voir, c'est une théorie locale. Elle décrit localement la métrique, c'est-à-dire la forme de l'espace-temps au voisinage des corps massifs, mais ne décrit pas la globalité, la structure globale de l'espace-temps, et notamment ne détermine pas le fait que l'espace soit fini ou infini. Il faut rajouter des hypothèses de nature topologique. Voilà, donc j'ai beaucoup travaillé sur cet aspect-là, mais ce n'est pas vraiment le propos du jour, mais simplement pour vous dire qu'on sait mathématiquement et cosmologiquement que tout espace sphérique à courbure positive est nécessairement fini, de volume fini, sans avoir de bord bien entendu. En revanche, pour les espaces hyperboliques et les espaces euclidiens, c'est vrai que dans les variantes, dans leur construction naturelle, ces espaces sont infinis, comme vous le savez, mais en fait, il y a des variantes topologiques, un grand nombre, un nombre infini pour les espaces hyperboliques et 17 pour les espaces euclidiens, qui peuvent être également finis, toujours sans bord. Bien, donc c'est un concept qu'il faut faire intervenir à un certain moment de la cosmologie. Évidemment, ces hypothèses-là, homogénéité, isotropie, on peut s'interroger sur la pertinence observationnelle de cela. Alors on peut dire qu'aujourd'hui, à partir d'une certaine échelle, bien entendu, puisqu'il est évident qu'à l'échelle locale, vous savez que les objets sont distribués, les galaxies sont dans des amas de galaxies, les amas de galaxies appartiennent à des super amas de galaxies, donc tout ça, ce n'est pas très homogène, mais au-dessus d'une certaine échelle, correspondant à peu près à l'échelle des super amas de galaxies, la distribution de matière, en tout cas de galaxies, devient relativement uniforme, ce qui est illustré donc par ces surveys voilà, à grand redshift de galaxies et encore mieux de quasars. Bien. Quant à l'isotropie, c'est-à-dire l'équivalence des directions, on la voit également aujourd'hui en faisant du comptage de radiosources. Vous voyez, donc c'est isotrope. Et encore mieux, lorsqu'on verra, j'en parlerai tout à l'heure évidemment, lorsqu'on observe l'isotropie quasi parfaite de ce qu'on appelle donc, le rayonnement fossile, le rayonnement de fond micro-ondes. Donc ce sont des hypothèses qui sont assez bien établies, je répète, à partir d'une certaine échelle. Bien. Bon, ces observations, évidemment, n'étaient pas disponibles en 1917, lorsque Einstein a fait le premier calcul donc, d'un modèle, d'une solution cosmologique de ces équations. Mais donc, il avait fait l'hypothèse, malgré tout, que la matière devait être distribuée uniformément. Il a supposé que la courbure de l'espace était positive. On n'avait évidemment strictement aucun moyen expérimental de la mesurer à l'époque, ce qui correspondait donc spatialement à ce qu'on appelle une hypersphère, avec un certain rayon de courbure, R, et il a supposé que la densité de matière restait constante au cours du temps. C'est-à-dire, il voulait absolument obtenir un modèle statique et éternel qui n'avait ni début ni fin.
Et donc, lorsqu'il a essayé de résoudre, chercher une solution avec ces hypothèses très simplificatrices, il existe des solutions exactes de ces équations. À l'origine, dans ces équations initiales qu'il avait publiées en 1916, le modèle ne pouvait pas rester statique. Il y avait une instabilité qui faisait que le rayon de l'hypersphère devait grandir ou diminuer. Et Einstein, tenant absolument à avoir un modèle statique, a rajouté un terme supplémentaire dans ces équations. Ça paraît être un détail historique, mais ça va jouer un rôle très important pour la suite. Un terme supplémentaire qui est tout à fait pertinent sur le plan des mathématiques cosmiques, mais qui n'était pas absolument nécessaire au départ, avec donc ce terme qui a été rajouté, fait d'intervenir ce qu'on appelle la constante cosmologique. Et Einstein donc, avait ajusté la valeur de cette constante cosmologique en fonction du rayon de l'hypersphère, de façon à la maintenir statique. Bien. Bon, vous le savez sans doute, le modèle statique d'Einstein a été contredit par des observations et surtout également par une lecture théorique plus approfondie des équations de la relativité générale. Et on peut dire que les véritables pères de la cosmologie moderne, et notamment donc des modèles de Big Bang qui en découlent, sont, il y a plusieurs grands contributeurs. J'en mets en avant particulièrement trois. Alexander Friedman, qui a été le premier à calculer des solutions non statiques entre 1922 et 1924. Georges Lemaître, qui a été le premier à faire le lien, à calculer également tout un ensemble de solutions dynamiques non statiques et à faire le lien avec les premières observations astronomiques sur les décalages vers le rouge des galaxies, dont je dirai un mot. Et puis Georges Gamow, qui a introduit en fait un petit peu la thermodynamique cosmique, c'est-à-dire donc lier en fait des quantités thermodynamiques comme la température moyenne, la densité d'énergie, etc., de l'univers en fonction donc de son évolution au cours du temps, et donc en déduire que l'univers primitif devait être extrêmement chaud, avec donc beaucoup de conséquences relatives à la physique des énergies qui vont en découler. Bien. Alors, je ne vais pas vous montrer beaucoup d'équations, simplement, ce n'est pas la peine de regarder le détail, c'est juste pour vous donner en fait la métrique générale, c'est-à-dire la métrique, c'est une sorte de généralisation du théorème de Pythagore qui va permettre de mesurer les distances spatio-temporelles. Voilà. Alors, pour un espace à courbure constante, eh bien, ces métriques se simplifient considérablement. Ici, donc, on a ça, c'est la partie spatiale, qui est donc à courbure constante, la courbure étant mesurée, enfin, le signe de la courbure étant donné par ce petit paramètre K, donc qui, je le répète, c'est soit plus 1, moins 1 ou 0. Et puis, voilà, un facteur d'échelle, un truc absolument fondamental dans les solutions dynamiques, un facteur d'échelle qui, lui, dépend du temps et qui va faire, effectivement, que la partie spatiale, au cours du temps, va varier. Soit ça va être en expansion, soit ça va être en contraction. Donc, les paramètres cosmologiques qui ressortent de ces valeurs-là, alors il y en a un qui s'appelle le paramètre de Hubble, qui est donc, défini par la dérivée du facteur d'échelle par rapport au facteur d'échelle, qui dépend du temps. Alors, quand on parle de constante de Hubble, c'est la valeur mesurée aujourd'hui de ce paramètre de Hubble. Le paramètre de densité de matière, donc voilà, où ρm, c'est la densité de matière, et donc on définit, normalisé avec constante de la gravitation et le paramètre de Hubble, ce paramètre-là. On a un paramètre de densité d'énergie noire. Alors, il vaudrait mieux peut-être l'appeler le paramètre de densité de constante cosmologique. Mais on verra qu'il y a d'autres possibilités que la constante cosmologique. Donc voilà, c'est celui-là. Et donc, évidemment, ce qui compte là-dedans, avec cette formule-là, regardez-la très rapidement, c'est le paramètre de densité totale. Évidemment, on rajoute toutes les formes d'énergie sous forme de matière ou sous forme d'énergie noire pour avoir le paramètre de densité totale. Et qu'est-ce qu'on voit par cette formule très simple? Eh bien, on voit que selon le signe de la courbure, eh bien, si la courbure est 0, ce paramètre de densité doit être exactement égal à 1. Si c'est inférieur à 1, si on est dans un espace hyperbolique, le paramètre de densité est inférieur à 1. Et si l'espace est à courbure positive, le paramètre de densité est supérieur à 1. Voilà. Et donc, en termes, lorsque l'on met des valeurs numériques, voilà, ce qu'on appelle donc la densité critique, c'est de l'ordre de 10 puissance moins 29 grammes par centimètre cube. Ça veut dire que si la densité de matière, toute forme d'énergie confondue, de matière et d'énergie, aujourd'hui, est supérieure ou inférieure à cette valeur-là, on est dans un univers soit
sphérique, soit hyperbolique. Et si c'est exactement égal à cette valeur-là, on est dans le cas très particulier de l'espace euclidien. Donc, en fait, les solutions qui ont été calculées par Friedman et Lemaître entre 1922 et 1931 dépendent essentiellement donc, voilà, de ces deux paramètres principaux qui sont donc la courbure et la valeur de la constante cosmologique. Alors, les modèles qui, au début, ont été beaucoup étudiés, c'était des modèles à constante cosmologique nulle. Et vous reconnaissez sans doute le fameux modèle en expansion-contraction qu'on appelle un modèle dit fermé. Ici, voilà, c'est la colonne grise. Ça, c'est le cas donc d'un espace de courbure positive. Et puis, des univers en expansion perpétuelle, lorsque la courbure est nulle ou négative. Mais dès qu'on a une constante cosmologique positive, et l'on verra qu'aujourd'hui, il semble bien que les observations nous indiquent une valeur positive de la constante cosmologique, eh bien, on a également une expansion perpétuelle avec une possibilité de phase accélérée grâce, comme on le verra, à une sorte d'effet répulsif de la présence de cette constante cosmologique. Donc voilà, donc au début de la cosmologie, ces modèles-là ont été particulièrement étudiés. Également, le modèle de Lemaître, qui est en fait très proche du modèle standard actuel, a été proposé par Georges Lemaître déjà dans un article de 1931. Bien, alors ça, ce sont les modèles. Maintenant, évidemment, il faut tester ces modèles par des observations astronomiques. Donc, les tests cosmologiques classiques sont vérifiés que l'univers est bel et bien dynamique, c'est-à-dire donc que l'espace est en expansion. On va voir également une contrainte posée sur l'âge théorique de l'univers par rapport à l'âge des objets qui sont contenus dans l'univers. Rapidement, les abondances des éléments légers qui n'ont pu se former que dans la phase très chaude de l'univers primordial. Et puis, cette pierre de touche capitale constitue le rayonnement de fond, vestige donc de l'univers chaud primitif. Alors donc, rapidement sur ces différents aspects, en ce qui concerne donc l'expansion de l'univers, eh bien, donc les observations ont commencé dans la première décennie du XXe siècle, sous l'égide de Vesto Slipher, qui est malheureusement un petit peu aujourd'hui effacé de l'histoire grâce à l'action de Edwin Hubble, mais en fait c'est lui qui a fait essentiellement les toutes premières mesures sur les galaxies. Donc vous savez que pour mesurer les vitesses dites radiales des galaxies, c'est-à-dire on en mesure le décalage spectral à travers effectivement soit un décalage vers le rouge, soit un décalage vers le bleu, selon que la galaxie s'éloigne ou se rapproche de l'observateur. Et donc Slipher a été le premier à commencer à faire des catalogues de nébuleuses extragalactiques, encore qu'à son époque on n'était même pas sûr que les nébuleuses étaient bien extragalactiques, et avait trouvé que pour la majorité d'entre elles, à l'exception des plus proches de nous, il y avait un décalage systématique vers le rouge. Donc, comme vous le savez, ces observations se sont développées et donc ont confirmé un décalage vers le rouge systématique des galaxies à partir d'une certaine échelle. Je répète, les plus proches se rapprochent de nous sous l'influence de mouvements gravitationnels. À partir d'une certaine échelle, il y a un décalage systématique et qui a posé quand même quelques soucis aux observateurs qui ont fait ça. Bon, ici, vous avez un cliché historique. Vous avez Albert Einstein qui visite en touriste observatoire des monts Wilson, qui était dirigé par le fameux Edwin Hubble, ici. Voilà. Et donc, ça a commencé à poser quelques soucis à Edwin Hubble parce que le décalage vers le rouge était proportionnel à la distance. C'est-à-dire qu'il était d'autant plus grand que les distances des galaxies étaient plus importantes. Ce qui faisait qu'il a commencé à se soucier lorsqu'il a commencé à mesurer, comme on le voit d'ailleurs ici sur ce diagramme-là, des galaxies avec des distances de plus en plus grandes, les vitesses de récession devenaient de plus en plus grandes. Donc, comment c'est possible que des objets aussi considérables que des galaxies puissent avoir réellement des mouvements propres aussi considérables de plusieurs milliers de kilomètres par seconde. Bien. Alors on le verra, ça s'est confirmé au cours de l'histoire, parce que ici c'est un diagramme de 1995 qui montre évidemment une extension considérable des observations. Les données initiales de Edwin Hubble sont à peine dans ce petit carré jaune, et aujourd'hui en 2014 on va encore beaucoup plus loin. Je dois dire, pour être plus rigoureux, que la relation n'est pas tout à fait linéaire. Elle est linéaire dans une première approximation, un premier développement limité, mais quand on va à très grand redshift, la relation n'est plus tout à fait linéaire. Bien. Donc l'important là-dedans, c'est que donc, la grande explication, l'explication théorique de ça, c'est qu'en fait les solutions naturelles, comme l'avait montré Friedman, et surtout comme le montrera Georges Lemaître, les solutions naturelles des équations d'Einstein, en supposant que la matière et l'énergie est répartie uniformément dans le tissu élastique de l'espace-temps, nous disent que l'univers est
dynamique. Donc, soit il est en expansion, et soit il est en contraction. L'interprétation qu'a faite Georges Lemaître, c'est qu'il s'agit bien d'une expansion pouvant expliquer donc les décalages vers le rouge des galaxies. Donc, en fait, ce n'est pas les galaxies qui bougent réellement par rapport à nous, c'est l'espace qui nous en sépare, qui grandit au cours du temps. Une petite formule quand même très importante, parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension, il y a eu beaucoup d'incompréhension, et Hubble lui-même n'a jamais compris vraiment cela, sur la formule précisément qui donne le décalage vers le rouge, qu'il ne faut pas interpréter en termes donc réellement d'un effet Doppler, c'est-à-dire d'une vitesse des objets, mais en fait la formule a été donnée pour la première fois par Georges Lemaître en 1927. La formule c'est ça, donc le décalage spectral, 1 plus z, qui est en fait donc la longueur d'onde reçue par rapport à la longueur d'onde émise par la source, est égale en fait au rayon, au facteur d'échelle de l'univers aujourd'hui, divisé par le facteur d'échelle au moment de l'émission. Voilà. Alors, si l'univers est en expansion, ben on a forcément un z positif et on a un décalage vers le rouge, puisque évidemment, le rayon de l'univers aujourd'hui il est plus grand que le rayon de l'univers dans le passé. Et effectivement, ce n'est que dans les redshifts relativement petits que l'on retrouve la formule approximative que l'on peut appeler qu'on appelle la loi de Hubble, qu'il faudrait mieux appeler la loi de Hubble-Lemaître, où on a en fait une sorte de proportionnalité entre la vitesse apparente de récession et la distance, le facteur de proportionnalité étant le paramètre de Hubble. Bien. Alors, par exemple, donc, pour les galaxies aujourd'hui, les observations les plus profondes de galaxies de quasars montrent des Z allant à peu près jusqu'à 7, c'est à peu près le record actuel, plus ou moins. Mais en revanche, on a une information des observations sur le rayonnement de fond, comme on le verra tout à l'heure, qui correspond à un décalage beaucoup plus grand de 11 au 100. Donc, ce terme-là, Z, joue un rôle absolument capital, comme on le verra par la suite, pour étudier donc l'univers dans ses profondeurs temporelles. Voilà. Donc, donc l'idée de l'univers en expansion, voilà, je répète, cette chose très simplifiée, c'est l'espace qui se dilate au cours du temps. Proposé donc par Georges Lemaître en 1927 pour expliquer les décalages vers le rouge des galaxies. Et en 1931, il publie un deuxième article qui va faire réellement scandale cette fois-ci, parce qu'il remonte le film à l'envers. Il se dit, si je remonte dans le passé de l'univers, forcément l'univers se contracte dans le passé et ça doit commencer à une époque finie dans le passé. Donc terminer l'univers éternel, statique, etc., qui a un début, l'univers qui n'a pas de début, pardon, dans les modèles dynamiques, l'univers a un début que initialement Georges Lemaître va appeler l'atome primitif et que maintenant on appelle le Big Bang. Alors évidemment, j'y reviendrai à la fin, bien que j'ai déjà consommé une bonne partie de mon temps, théoriquement, si on extrapole les équations, le début strict de l'univers, c'est une singularité mathématique, tout tend vers l'infini. Donc ce n'est pas physique. Donc ça veut dire que les modèles de Big Bang ne sont crédibles qu'à partir d'un certain instant après ce Big Bang lui-même, après cette singularité. Et les grands projets de cosmologie quantique que l'on essaie de développer aujourd'hui essaient justement de supprimer cette singularité et d'imaginer peut-être justement un avant Big Bang. Bien, donc on n'en est pas encore là. L'évolution des idées à partir de Georges Lemaître nous a conduit donc à accepter finalement l'hypothèse du Big Bang. Alors pour ça, il fallait bien d'autres choses. Il fallait notamment que l'âge théorique de l'univers, qui dépend évidemment des paramètres cosmologiques, soit compatible avec l'âge des plus vieux objets qui sont dans l'univers, et notamment l'âge des plus vieux amas globulaires, le temps de refroidissement de naines blanches, etc., qui donne un âge des plus vieux objets de l'ordre de 13 milliards d'années. Et comme on le sait aujourd'hui avec les valeurs modernes des paramètres cosmologiques, l'âge de l'univers, l'âge modèle de l'univers, c'est 13,8 milliards d'années, ce qui laisse finalement 800 millions d'années aux étoiles, et notamment aux premières galaxies, pour se former. C'est tout à fait compatible avec effectivement les phénomènes de formation d'étoiles. Rapidement maintenant, troisième test, l'abondance des éléments légers. Ici, vous voyez la distribution des éléments dans l'univers. On a une domination extrême de l'hydrogène et de l'hélium à l'échelle cosmique. Mais évidemment, après, on s'interroge précisément sur l'origine de ces éléments-là. Donc il y a eu de grandes études et de grands débats extrêmement intéressants dans les années 40, 50, etc., où Georges Gamow et ses collaborateurs ont montré qu'on croyait que tous les éléments avaient été synthétisés dans le Big Bang chaud,
Fred Hoyle et ses collaborateurs pensaient au contraire que tous les éléments avaient été synthétisés dans les étoiles. Bien, voilà, donc chacun avait tort et partiellement raison, puisque donc il s'avère que seuls les éléments les plus légers sont synthétisés dans le Big Bang, et les éléments à partir du lithium et à partir du CNO, etc., sont synthétisés dans les étoiles. Alors l'une des raisons pour lesquelles les éléments légers sont formés dans le Big Bang, c'est que quand on rajoute quelques petites formules simples de thermodynamique cosmique, on voit que la température augmente quand on remonte dans le passé de l'univers. On le verra, la température moyenne de l'univers aujourd'hui, c'est de l'ordre de 3 degrés Kelvin. Quand on remonte avec cette formule dans le passé de l'univers, lorsque l'univers avait 1 seconde, la température était de 10 milliards de degrés, à peu près. Et voilà, donc c'est effectivement une température à laquelle on peut avoir effectivement la formation des premiers éléments légers par association de quarks, protons, etc., neutrons, etc. Donc on a un Big Bang qui est chaud et on a donc des fusions nucléaires qui sont possibles. Donc tout ça, ça a été montré par Gamow, comme je le répète. Donc il avait prédit avec ses collaborateurs les abondances relatives des éléments légers, donc hydrogène, hélium et leurs isotopes, le deutérium, le tritium que je n'ai pas mis, hélium 3, etc., qui se sont formés dans les 3 premières minutes. Et à peu près, ces abondances n'ont plus varié au cours de l'histoire cosmique. Et donc, c'est un test expérimental remarquable qui fonctionne extrêmement bien. Les observations des abondances de ces éléments-là dans l'univers actuel confirment avec une très très bonne précision les abondances qui sont censées être produites dans cette phase dite de nucléosynthèse primordiale. Alors maintenant, le rayonnement de fond, sans doute la partie observationnelle la plus importante de la cosmologie moderne. Bien, donc ça c'est un schéma qui vous dit, donc voilà, on remonte à partir donc, du Big Bang. Au bout de 3 minutes, je vous dis, il y a le phénomène de nucléosynthèse, la formation donc, des premiers éléments légers. Et puis donc il y a un phénomène extrêmement important qui s'appelle donc la recombinaison, qui rend l'univers transparent. Dans cette phase-là, l'univers est chaud et dense, et en fait les photons sont piégés par les électrons, les particules chargées qui forment une sorte de plasma, si vous voulez. Bien. Et à un moment, d'une certaine façon, voilà, les électrons deviennent liés au noyau, qui forment les atomes, et l'espace devient transparent, et la lumière peut se propager. Voilà. Donc c'est un phénomène qu'on appelle la recombinaison, qui s'est passé au bout d'à peu près 300 à 400 000 ans. Bien. Et après, donc, les phases de formation des galaxies. Donc ça veut dire que de cette époque-là doit rester un rayonnement résiduel, c'est-à-dire la première lumière émise dans l'histoire de l'univers. Alors, c'est comme nous, on est au centre ici et maintenant, donc à redshift 0, et lorsqu'on va ici, donc on remonte dans l'espace et dans le passé, et on remonte jusqu'à l'époque qui correspond à un redshift de 1100, où l'univers, précisément, a émis pour la première fois la lumière. Et auparavant, donc, c'était opaque. Voilà. Et donc, on reçoit le rayonnement fossile de l'intérieur d'une gigantesque sphère qui nous entoure. Nous sommes évidemment au centre de cette sphère-là. Et donc, ce rayonnement nous parvient après donc, un voyage de 13,8 milliards d'années, extrêmement décalé vers le rouge, Z, donc également ayant diminué en température. Alors, c'est une prédiction théorique qui avait été faite. Et qui a été donc confirmé, comme vous le savez, pour la première fois par la découverte, effectivement, du rayonnement de fond qui correspond à un corps noir cosmologique. Alors le corps noir, hein, c'est un objet physique extrêmement important auquel on peut associer une température à la partie maximum du spectre-là. Et donc on va associer une température de fond à l'univers. Bon, pour établir donc, des cartes de l'intérieur d'une sphère, des cartes que je vais vous montrer, donc on utilise évidemment des projections, un petit peu comme on fait la projection évidemment d'un planisphère terrestre, et la projection du planisphère céleste, et on a donc ce type de carte. Alors, il faut bien préciser quand même que quand on mesure directement, enfin par des ondes radio, dans le domaine des micro-ondes, le rayonnement de fond, ben évidemment, il y a tout un ensemble de bruits, évidemment, qui ne donnent pas accès directement au rayonnement de fond. Alors, il y a par exemple la direction, le mouvement de la Terre par rapport au référentiel lointain, qui crée ce qu'on appelle un dipôle,
et qui crée donc en fait une augmentation, un décalage vers le bleu, un décalage vers le rouge, et donc un excès de température et une diminution de température dans la direction où la Terre se dirige par rapport à un référentiel extrêmement lointain. Grâce à ce type d'observation, donc évidemment, il va falloir soustraire ce dipôle pour accéder à une information plus profonde. Mais ça nous apprend quelque chose de très intéressant. Ça nous apprend la composition en fait des mouvements en fait de notre planète par rapport à un référentiel extrêmement lointain qui est une combinaison de mouvements de la Terre par rapport au Soleil, le Soleil dans la galaxie par rapport à l'amas local, au groupe local, le groupe local par rapport à l'amas local et ainsi de suite, peut-être des grands attracteurs, etc. Et on a donc une idée de la vitesse donc, de la Terre par rapport à ce référentiel extrêmement lointain. Lorsqu'on a enlevé le dipôle, il reste encore quelque chose, une composante ici, qui correspond au plan galactique. Et oui, dans le plan galactique, il y a de nombreux objets qui émettent évidemment du rayonnement dans la gamme radio, micro-ondes, dans lequel est censé se trouver le rayonnement fossile. Et ce n'est que lorsqu'on a, par des modèles, enlevé le rayonnement galactique, que l'on a accès à ce qu'on appelle les anisotropies de température du rayonnement fossile. Donc vous avez bel et bien à l'intérieur de cette gigantesque sphère qui nous entoure, qui est à peu près à 50 milliards d'années-lumière de nous aujourd'hui, à cause de l'expansion de l'univers qui a étiré le parcours des photons. Les photons n'ont circulé que depuis 13,8 milliards d'années, mais avec l'expansion de l'univers, leur parcours a été étiré à environ 50 milliards d'années. 50 milliards d'années-lumière, pardon. Alors ça, c'est la première carte obtenue, la première carte globale obtenue en 1992 par le satellite COBE, avec donc la mesure précise de la température de fond, qui est 2,728 K, et montrant, ici on a une finesse évidemment, une sensibilité très grande, montrant des fluctuations, c'est-à-dire des excès de température d'un point à l'autre de l'univers, ce qu'on appelle donc des anisotropies de température, de l'ordre de 10 microkelvins, c'est-à-dire 10-5 degrés, entre les différentes régions de l'univers, ce qui montre que l'univers à cette époque-là, l'univers avait 380 000 ans lorsqu'il a émis ce rayonnement-là, était extraordinairement homogène. Mais heureusement, il y avait des grumeaux, sinon on ne serait pas là pour en parler, évidemment, puisqu'en fait, toutes les structures astronomiques qui se sont formées par la suite sont le résultat de la condensation de ces grumeaux. Alors, comme vous le savez, il y a eu donc d'autres expériences beaucoup plus précises qui illustraient ici les progrès extraordinaires entre COBE, le satellite de la NASA WMAP en 2003 et le satellite européen Planck Surveyor, les résultats de 2013, qui continuent d'ailleurs à être analysés. Vous voyez une finesse, une résolution toujours beaucoup plus grande qui permet de tirer une richesse d'informations tout à fait extraordinaire. Alors, ceci, c'est une petite animation didactique qui montre comment un petit excès de densité à l'échelle de 10-5 au cours du temps, en quelques centaines de millions d'années, par des phénomènes gravitationnels et autres, a engendré les premières structures astronomiques. On ne sait pas encore exactement si ce sont les étoiles qui sont apparues d'abord, ou si ce sont des trous noirs primordiaux, ou si ce sont des galaxies. Voilà. Et puis, avec le rayonnement fossile, on fait surtout des analyses dites harmoniques, c'est-à-dire on va décomposer, on va étudier les corrélations entre les différentes fluctuations, les différentes anisotropies, pour en trouver en quelque sorte les modes vibratoires fondamentaux et trouver donc les paramètres cosmologiques. Bon, tout ça fait que combiner ces analyses très complexes des anisotropies du fond diffus, combiner avec d'autres observations qui vont compléter ces choses-là, notamment des observations sur les supernovae lointaines, des observations sur les amas de galaxies, sur les lentilles gravitationnelles, etc., font qu'en combinant toutes ces observations, la plage de paramètres cosmologiques, contraints de façon différente par chacun de ces types d'observations, devient relativement réduite. Et ce n'est que depuis, donc, en fait, une dizaine d'années, une quinzaine d'années, que l'on a enfin une cosmologie expérimentale d'assez bonne précision, à quelques pourcents près, sur les paramètres cosmologiques. Et donc je vous donne ces résultats. Donc l'âge de l'univers, voilà, vous l'avez en haut. La première lumière, le rayonnement fossile, a été émis au bout de 380 000 ans. On pense que les premières étoiles ont pu apparaître au bout de 200 millions d'années, et sans doute les premières galaxies au bout de 5 à 600 millions d'années, avec donc le taux d'expansion, c'est-à-dire la valeur actuelle du paramètre de Hubble, qui est de l'ordre de 70 km par seconde par mégaparsec. La courbure de l'espace, elle est très proche, en fait, du cas euclidien, c'est-à-dire donc le paramètre de densité totale. Il y a une barre d'erreur, évidemment. Elle est donc comprise entre 0,99 et 1,01, ce qui semble favoriser le modèle euclidien avec une assez bonne approximation. Bien, mais évidemment, ça laisse la porte ouverte, évidemment,
un espace aussi bien hyperbolique qu'un espace de type sphérique. Alors surtout, ce qui va plus nous intriguer dans cette affaire-là, c'est finalement le contenu en énergie et matière de l'univers, de façon à être compatible avec l'ensemble des contraintes montrées sur la diapositive précédente. Alors l'ensemble, il ressort que l'ensemble de la matière lumineuse dans l'univers semble ne représenter que 0,3% à peine de la totalité de la densité de matière et d'énergie. Donc ça veut dire qu'il y a essentiellement de la matière ou de l'énergie sombre dans l'univers. Alors, différentes analyses, notamment des contraintes venant de la nucléosynthèse primordiale, nous disent que il y a de la matière sombre sous forme baryonique, c'est-à-dire composée d'atomes comme nous, comme les étoiles, le même type de matière ordinaire dont nous sommes composés, voilà, qui représenterait 4% du total. Mais ça veut dire quand même qu'il y en a déjà 10 fois plus de matière sombre ordinaire, c'est-à-dire baryonique, que de matière lumineuse. Ensuite, 27% serait représenté par une matière sombre non baryonique. On peut toujours l'appeler exotique, même si dans le total, c'est prépondérant. Donc si on n'avait pas le regard de l'humain, mais le regard cosmique, ce serait plutôt la matière baryonique qui serait exotique par rapport à la matière non baryonique, puisqu'elle semble prédominer. Et surtout, donc, ici, toutes les formes de matière sont épuisées. Les 2 tiers seraient rassemblés dans une forme d'énergie non matérialisée en objet ou en particule, qu'on appelle dark energy, on peut traduire ça par énergie noire ou énergie sombre. Et donc ça, c'est la valeur du camembert cosmique mesurée aujourd'hui. Ce sont des valeurs, les proportions varient au cours du temps. Mais alors, du coup, il semblerait donc à la fois des observations sur les supernovas, une interprétation de cette énergie noire suggère que cette énergie noire doit être de nature répulsive, c'est-à-dire aller à l'encontre de la gravitation, ce qui suggère en fait, parmi les modèles cosmologiques théoriques, une expansion perpétuelle accélérée, du type de celle que Georges Lemaître avait proposée dès 1931, mais qui, pendant longtemps, avait été rejetée par la communauté astronomique, qui rejetait notamment l'existence d'une constante cosmologique. Voilà. Donc voilà un petit peu la courbe qui, pour l'instant, semble privilégiée par les observations et corroborée, je répète, par les observations, notamment de supernovae lointaines, qui permettent de mesurer à différentes époques de l'évolution cosmique le taux d'expansion, c'est-à-dire le paramètre de Hubble, qui change au cours du temps. Bien. Et donc, cette expansion accélérée, serait due donc à cette énergie sombre de nature répulsive. Alors, est-ce que ça veut dire que les cartes sont jouées? Est-ce que l'univers va être perpétuellement en expansion accélérée? On ne le sait pas, tout simplement parce que c'est l'une des grandes questions non résolues de la cosmologie d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'il nous faut plein de nouveaux étudiants et de nouveaux chercheurs pour étudier ces choses-là. L'une des possibilités, c'est qu'effectivement, ce soit tout simplement la constance cosmologique qui joue le rôle, effectivement, d'une accélération de l'expansion de l'univers. Et comme Georges Lemaître et d'autres plus tard l'ont montré, c'est équivalent à l'énergie du vide quantique. Alors, même si après, il y a des physiciens des hautes énergies qui se posent des questions, parce que quand ils calculent dans certains modèles l'énergie du vide quantique, ils trouvent une valeur énormément plus grande que la valeur actuellement mesurée de la constante cosmologique, sans réaliser que peut-être ce sont leurs modèles qui ne sont pas corrects. Bon. Mais il y a d'autres... je passe ça parce que je détaille. Il y a d'autres possibilités pour l'énergie noire. Par exemple, certains font, purement des hypothèses théoriques, un nouveau champ scalaire, une sorte de force inconnue, qu'on appelle donc des champs de quintessence, qui peuvent varier au cours du temps, contrairement à la constante cosmologique ou à l'énergie du vide quantique qui reste constant au cours du temps, et d'autres modèles issus de certaines théories de gravité quantique, dimensions supplémentaires, théorie des cordes, théorie des brane, etc. Tout ça pour vous dire que il y a encore toutes les possibilités ouvertes selon les différents modèles d'énergie noire sur l'évolution future de l'univers. Si on a par exemple une constance cosmologique, c'est-à-dire une énergie du vide constante, eh bien on a la courbe bleue, on aura une expansion perpétuelle accélérée. On peut avoir des modèles d'énergie noire qu'on appelle des modèles de phantom énergie dans lesquels en fait on a une expansion encore plus accélérée, qui va conduire à ce que certains appellent un big rip, c'est-à-dire un déchirement final de l'espace, où le taux d'expansion de l'univers devient tellement gigantesque que plus aucune structure matérielle ne peut résister à ce déchirement de l'espace, ou
Alors, pour les nostalgiques de Big Crunch, parce qu'il y en a qui aimaient bien philosophiquement l'idée que l'univers puisse se recontracter, puis éventuellement renaître de ses cendres, comme le phénix, enfin, on ne sait pas trop, la situation n'est pas perdue, parce que certains modèles de quintessence, qui je répète sont purement théoriques, disent que cette énergie de quintessence pourrait rediminuer dans le futur, et donc la matière l'emporterait à nouveau, et si la matière l'emporte, la gravitation l'emporte, et l'univers se effondre. Donc, question ouverte. Alors très brièvement, je reviens sur la question à laquelle j'ai fait allusion au début, c'est-à-dire que la relativité générale seule ne spécifie pas, avec donc des solutions qui sont démétriques, ne spécifie pas les propriétés globales de l'espace-temps. Et le premier à l'avoir fait remarquer, c'est Alexander Friedman, qui a dit qu'il fallait faire des hypothèses topologiques sur des équations de la relativité pour décider si l'univers, étant donné sa courbure et ses propriétés, est fini ou infini. Donc vous savez que c'est une très ancienne question de la cosmologie, même pré-relativiste, le fait que l'espace soit fini ou infini. Donc il faut évidemment distinguer l'espace observable de l'espace réel. Donc l'espace observable, je l'ai dit, il est délimité par un horizon, donc il est nécessairement fini. Et nous sommes donc au centre. Alors la première hypothèse, c'est que l'univers réel, il est infini. Vous vous doutez qu'on ne le saura jamais. Ça fait partie des possibilités, des solutions de la relativité, évidemment, mais évidemment, on ne pourra jamais le prouver sur le plan de la physique. Alors, une alternative, c'est que l'univers soit fini, sans bord, mais beaucoup plus grand que l'univers visible. Ça pourrait être, par exemple, une hypersphère, mais avec un rayon de courbure énorme par rapport à la taille de l'univers observable actuel, auquel cas on ne le saura jamais aussi. Et puis, donc, il y a une troisième hypothèse sur laquelle j'ai beaucoup travaillé avec un certain nombre de collaborateurs, c'est que grâce à des modèles issus de la topologie, branche de la géométrie qui étudie les formes un petit peu biscornues des espaces, on peut avoir un modèle d'espace réel qui est fini sans bord et qui soit plus petit en réalité que l'univers observable, ce qui implique immédiatement qu'on aurait des images multiples de certains objets, on aurait une sorte d'illusion, une sorte de ce qu'on appelle un mirage topologique. Bien, voilà. Alors pour comprendre ce genre de choses, donc très simplement, si vous prenez une feuille de papier qui a un espace à 2 dimensions avec des bords, pour supprimer les bords, vous les collez, donc vous faites la surface d'une chambre à air qu'on appelle un tore plat, et sur le tore plat, vous avez bien et bien une surface finie sans bord, puisque comme le montrent ces jeux vidéo extraordinairement simplistes, la fusée ne quitte jamais l'écran parce que le logiciel a simplement décrété que les côtés opposés de l'écran sont les mêmes. Donc la fusée ne peut jamais sortir de son espace fini et sans bord. Et donc on peut construire des hypertores et puis des modèles beaucoup plus compliqués. Voilà. Donc je passe rapidement sur cette chose-là, simplement pour dire que on peut avoir avec ces univers qu'on appelle des univers à topologie multiconnexe, on peut avoir donc des véritables mirages topologiques qui vont démultiplier les trajets des rayons lumineux entre 2 points quelconques. Par exemple, ici vous avez un trajet court, puis ici vous avez un trajet long. Ce sont des trajets possibles pour les rayons lumineux parce que ce sont des géodésiques. Et donc on peut avoir un espace réel qui est plus petit que l'espace observé. Et donc après, il faut effectivement essayer de décoder les propriétés topologiques de l'univers. Voilà. Donc avec mes collaborateurs, en 2003, on a proposé un modèle, espace sphérique dodécaédrique de Poincaré, qui pouvait répondre à certaines interrogations que l'on avait sur certaines bizarreries qu'on avait dans les modes vibratoires du rayonnement fossile. Je n'en dis pas plus, la question reste ouverte. Je voudrais terminer, mais j'ai un petit peu dépassé, je vais faire passer quelques minutes encore sur la cosmologie, le lien très important entre la cosmologie et les hautes énergies. Puisque donc, comme l'a montré Gamow et ses suivants, lorsqu'on va s'approcher à partir de l'époque d'aujourd'hui, lorsqu'on va tendre vers le Big Bang, la densité d'énergie moyenne de l'univers va monter, et éventuellement on va tendre vers l'infini. Voilà. Et donc, ici, je vous ai décrit plutôt la phase transparente à partir du rayonnement fossile. Et maintenant, il s'agit d'explorer, par d'autres moyens que les moyens astronomiques habituels, d'explorer la phase opaque de l'univers, grosso modo, les 380 000 premières années de l'histoire de l'univers. Voilà. Alors, on a vu qu'en fait, d'une certaine façon, les études sur la nucléosynthèse primordiale, c'est-à-dire la mesure des abondances des éléments légers, donne une assise expérimentale assez forte à ce modèle de Big Bang Show à 3 minutes. Voilà. Maintenant, on veut aller au-delà. Alors, pour aller au-delà, donc l'astronomie s'arrête et on fait intervenir la physique des hautes énergies. Et la physique des hautes énergies se fait dans des accélérateurs de particules, notamment le
le grand collisionneur de Hadron qui est au CERN, où on reconstitue d'une certaine façon des conditions de température et d'énergie extraordinairement élevées lors de collisions entre protons essentiellement, à des vitesses très très proches de la vitesse de la lumière. Et ce sont des conditions que l'on pense que l'univers a réalisées naturellement au bout d'à peu près un 10 milliardième de seconde. Et donc on attend à ces échelles-là de température, d'énergie, etc., la production de particules qui n'existent qu'à ces très hautes énergies. Et vous avez tous entendu parler des fameux bosons liés à l'interaction faible, et notamment donc, le boson de Higgs, qui, comme vous le savez, effectivement, a bel et bien été découvert en 2014, et qui devrait avoir, selon ces théories-là, devrait avoir joué un rôle absolument primordial dans les premières fractions de milliardième de seconde de l'univers, puisque c'est le boson de Higgs et le champ de Higgs associés qui auraient donné en fait de la masse aux autres particules, ce qui ferait que nous existons également grâce à ça. Alors tout le grand projet, la difficulté maintenant de la cosmologie des hautes énergies, c'est d'arriver à remonter le plus loin possible dans le passé de l'univers. Alors ici, vous savez que, donc ici maintenant on rentre dans la physique fondamentale, la physique des interactions fondamentales. Vous savez qu'on a aujourd'hui dans l'univers d'aujourd'hui à basse énergie, on a 4 interactions fondamentales, gravitation, l'électromagnétisme, l'interaction nucléaire forte et l'interaction nucléaire faible. Le projet des physiciens théoriciens, c'est qu'à haute énergie, ces interactions pourraient s'unifier. Alors, comme vous le savez sans doute, la première unification est prévue à une température de l'ordre de 10 puissance 15 degrés, et les expériences du CERN ont effectivement suggéré que les prédictions de la théorie dite électrofaible, l'unification de l'interaction faible avec l'électromagnétisme, se traduit bel et bien par l'apparition de bosons W, Z, le boson de Higgs, et ainsi de suite. Donc, maintenant, ce qui intéresse les physiciens théoriciens des hautes énergies, c'est de remonter plus loin dans le passé de l'univers, dans les premières fractions de seconde. Et là, on n'a plus que des modèles théoriques. Expérimentalement, on ne peut absolument rien dire. Et donc, l'imagination y va bon train pour imaginer tout un ensemble de processus. Alors, dans cette zone-là, on a ce que l'on appelle le modèle standard de la physique des particules. Mais après, au-delà du modèle standard, on essaie donc de construire des théories qui unifient progressivement les interactions fondamentales. Avec évidemment, on arrive à un moment à de véritables limites de la physique, parce qu'on ne sait pas aujourd'hui unifier la relativité générale et la physique quantique qui décrit essentiellement, dans quelques-unes de ces différentes versions, les autres interactions fondamentales. Alors malgré tout, il y a des tentatives, des scénarios et des modèles qui sont faits. Beaucoup de ces modèles-là font intervenir un concept fondamental de la physique quantique qui s'appelle l'énergie du vide. En physique quantique, le vide possède une énergie, et cette énergie a des fluctuations spontanées et aléatoires. Voilà. Et certains théoriciens, dans les années 80, ont supposé qu'en fait, à une époque extraordinairement brève de l'histoire de l'univers, lors de 10 puissance moins 35 secondes, s'est passée une transition. Sont apparues les premières fluctuations quantiques, d'une certaine façon, suite à des mesures spontanées de symétrie, qui auraient conféré à l'univers très très primordial une phase d'expansion extraordinairement rapide qu'on appelle une phase d'inflation, qui aurait duré extrêmement peu de temps, mais qui aurait fait gonfler l'univers à des proportions absolument considérables. Voilà. L'inflation est très à la mode, c'est un petit peu, ça fait partie du modèle standard de la cosmologie, mais elle rencontre beaucoup de difficultés. Elle n'a pas vraiment, c'est une très belle idée théorique au départ, mais il n'y a pas vraiment de modèle convaincant de la physique des particules à hautes énergies qui rend l'inflation réellement cohérente, et elle se heurte à tout un ensemble de problèmes qui sont discutés aujourd'hui. Donc la question n'est pas très très claire. Et puis donc, en remontant plus loin, toujours plus haut en énergie, on se heurte finalement à ce qu'on appelle donc le temps de Planck. Le temps de Planck, de l'ordre de 10 puissance moins 43, moins 44 secondes, serait le temps auquel la gravité est nécessairement quantique. Voilà. Alors peut-être que la gravité devient quantique avant ce temps-là, à plus basse énergie, mais au moins on est sûr qu'à cette énergie-là, la gravité doit être absolument décrite de façon quantique. Et là, on se heurte au problème majeur des théoriciens d'aujourd'hui, c'est élaborer des théories de la gravitation quantique. Avec cette idée, il y a plusieurs idées évidemment qui se développent là. Une première idée, c'est que peut-être à ces échelles-là, l'espace-temps cesse d'être lisse et devient granulaire d'une certaine façon. Bien.
Voilà, donc il faut arriver à unifier ces deux théories qui marchent extraordinairement bien dans leurs domaines respectifs. Mais si on veut s'intéresser réellement au Big Bang lui-même et éventuellement également à les fondements gravitationnels de matière qui forment un trou noir, on a besoin de les mettre ensemble. Et là, on se heurte en fait à deux conceptions du monde qui sont assez différentes, la conception relativiste et la conception quantique. Elles se passent dans des cas de mathématiques différents, qui sont quand même très efficaces dans leur domaine de validité respectif, mais ce sont des cas de mathématiques différents. Par exemple, la mécanique quantique se déroule dans un espace-temps de fond fixe, et non pas élastique comme celui de la relativité générale. Voilà. Et donc, les trois interactions fondamentales autres que la gravitation ont été quantifiées, mais la gravitation ne peut pas être quantifiée comme les autres interactions. Voilà. Donc il y a plusieurs solutions qui sont envisagées depuis une vingtaine, une trentaine d'années par des théoriciens. Soit on prend plutôt le parti de tout réduire à la théorie quantique des champs. On réduit la géométrie à la matière, décrite par la théorie quantique des champs. Donc vous avez entendu parler probablement de théorie des cordes, des extensions à la théorie des brane. Ou soit au contraire, c'est plutôt la démarche du relativiste. On réduit plutôt la matière à la géométrie. La matière à gravité, donc c'est de la géométrie. Et donc on va plutôt considérer en fait un espace-temps, une géométrie discrétisée de l'espace et du temps, ce qu'on appelle la gravité quantique à boucle. Je vous disais juste que l'énergie du vide est censée fluctuer. Voilà. Et donc, quand on calcule des fluctuations de l'énergie du vide, on a par exemple ce type de schéma, voilà, qui crée donc voilà, tout un paysage, ce que certains appellent donc le paysage cosmique, qui montre différents états donc de l'énergie du vide suite à ces fluctuations spontanées et aléatoires. Alors ces états de l'énergie du vide jouent un rôle très important dans toutes les théories de gravité quantique qui se développent aujourd'hui. Par exemple, dans ce qu'on appelle la théorie des cordes, qui est une théorie qui suppose en fait que les particules élémentaires, toutes, y compris les gravitons, sont décrites par des cordes, c'est-à-dire des bouts d'espace qui vibrent. Il y a des cordes ouvertes et des cordes fermées. Mais pour que le schéma fonctionne mathématiquement, il faut supposer l'existence de dimensions supplémentaires de l'espace. Donc la théorie des cordes fonctionne dans des espaces à 10 ou 11 dimensions selon les variantes. Mais en fait, bon, le prix à payer, c'est que donc à la fois le nombre de dimensions que l'on rajoute, la taille des dimensions qui sont liées en fait aux différents états de l'énergie du vide, crée un nombre de solutions absolument faramineux possibles de la théorie des cordes de 10 puissance 500 solutions. Voilà. Donc, il y a beaucoup de physiciens aujourd'hui qui s'interrogent, est-ce qu'on reste encore dans le domaine d'une théorie qui est falsifiable et réfutable par des observations? Bien. En tout cas, donc, certains ont proposé, les tenants et partisans de la théorie des cordes qui y croient dur comme fer, ont proposé que les fluctuations du vide créent une sorte de paysage cosmique et que, en fait, chaque point du paysage, ce n'est pas potentiellement un univers, c'est réellement un univers qui s'est créé. Voilà. Et donc, ça aboutit à l'idée étrange du multivers, c'est-à-dire donc un ensemble extraordinairement grand d'univers, peut-être 10 puissance 500 univers, correspondant à tous ces points différents de ce paysage cosmique issu donc des variations de l'énergie du vide. Alors, ça génère énormément de travaux, mais je répète, tous ces travaux sont extrêmement théoriques. Alors, il y a beaucoup de jeunes qui veulent se lancer dans ces travaux parce que les idées sont assez fascinantes, mais on doit dire qu'il n'y a aucune garantie d'aboutir à quoi que ce soit. Et évidemment, expérimentalement, on est très très loin d'imaginer aujourd'hui comment tester ce genre de théorie, aussi intéressante soit-elle sur le plan spéculatif. Il est grand temps que je finisse avec finalement l'idée, je disais dans le titre, l'univers, le Big Bang et au-delà. Au-delà, ça veut dire avant le Big Bang. Tout simplement parce que l'une des idées aussi de ces théories de gravité quantique, c'est d'éliminer cette absurdité physique que serait le Big Bang au sens strict du terme, c'est-à-dire une singularité, où la courbure devient infinie, le volume de l'univers devient zéro, etc. C'est évidemment une absurdité physique. Et on sait en général que quand on quantifie une théorie classique, on élimine les singularités. Donc ici, quantifier la gravité, ça implique non seulement d'unifier peut-être les interactions fondamentales, les 4 interactions fondamentales, mais aussi de supprimer la singularité du Big Bang, également d'ailleurs la singularité qui est au fond des trous noirs. Voilà. Et donc voilà, donc, alors qu'en gravité classique, on aurait effectivement le Big Bang, c'est une singularité. En gravité quantique, on n'a pas de singularité. Et donc, on peut imaginer une phase antérieure au Big Bang. Et on a aujourd'hui des scénarios, je n'ose pas dire des modèles, parce qu'on n'a même pas d'équation exacte de toutes ces théories. On appelle ça plutôt des scénarios, dans lesquels, par exemple, dans le scénario dit de la gravité quantique à boucle, et notamment beaucoup étudié ici au Centre de physique théorique de Marseille par l'équipe de Carlo Rovelli,
On peut avoir un univers préexistant dans notre phase d'univers actuelle, c'est ça à partir du Big Bang, la phase d'inflation qui a grandi, ensuite la phase intermédiaire, puis une nouvelle accélération de l'univers. Ça, c'est le Big Bang, et ce n'est pas le début du temps, comme vous le voyez. On avait un univers préexistant qui pouvait effectivement être en effondrement gravitationnel. Et puis, dans cette théorie-là, on montre qu'il y a un grand rebond qu'on appelle Big Bounce, parce que la gravité devient répulsive à l'échelle de l'atome d'univers, de l'atome d'espace, excusez-moi, qui correspond à peu près à l'échelle de Planck. Voilà. Donc, au lieu d'avoir un Big Crunch et une singularité, on a un rebond et une nouvelle phase de l'univers. Bien, ça fait partie réellement des hypothèses très spéculatives. Je répète, donc pour l'instant, on n'a pas beaucoup vraiment d'idées sur des expériences et des observations qui pourraient corroborer ce genre de scénario. Certains ont émis l'idée assez intéressante qu'il puisse y avoir peut-être des informations sous forme d'ondes gravitationnelles qui pourraient transiter à travers ce goulet d'étranglement entre certaines propriétés de l'univers préexistant et notre univers actuel. Voilà. Comme vous le savez, même si on a détecté récemment les ondes gravitationnelles, ce ne serait pas du tout dans le même domaine de fréquence et d'énergie. Et donc, on est encore très loin de pouvoir vérifier ce genre de modèle. J'étais un petit peu long, mais je vous remercie de m'avoir écouté pour ce panorama très accéléré de l'histoire de l'univers. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Donc, il est temps de passer aux questions. Peut-être qu'on va commencer par la salle, si vous avez des questions dans la salle, le temps que les gens sur Internet les posent. Pas de questions? Alors, j'en ai une justement de Tuxet, oui. Qui demande quelle est, en fait, est-ce qu'il y a une mise à jour de l'univers chiffonné? Est-ce qu'il y a eu des observations qui ont été tentées, réalisées? Oui, évidemment, il y a eu beaucoup d'observations qui ont été faites suite à nos propositions de modèles particuliers, notamment l'espace sphérique dodécaédrique de Poincaré, parce que donc il y a des corrélations particulières que l'on aurait observées, notamment dans le rayonnement fossile. Ces corrélations ont été cherchées, notamment dans les données de Planck, d'abord dans les données de WMAP en 2003, puis dans les données de Planck. Ces corrélations n'ont pas été trouvées. Il semblerait que donc les modèles les plus simples d'univers multiconnexe soient pour l'instant écartés des observations. Mais il se trouve que la topologie est une branche de géométrie d'une extraordinaire richesse. Il y a une richesse extraordinaire des différents modèles géométriques et il y a encore un grand nombre de topologies multiconnexes qui peuvent tenir le coup devant les observations. Voilà. Alors maintenant, il faudrait expliquer pourquoi l'univers il a une topologie bizarre plutôt qu'une topologie simple. Et pour ça, il faudrait des théories de gravitation quantique qui seraient capables également de prédire la probabilité pour que l'univers ait telle ou telle topologie plutôt qu'une autre. Donc le sujet reste ouvert. D'accord, ça reste d'actualité. Toujours pas de questions? Concernant le dernier schéma que tu as montré, donc cet univers qui va se concentrer puis se redilater, donc ça veut dire qu'on aurait eu un big crunch dans l'univers précédent. Donc ça veut dire aussi, si on va un petit peu plus loin, qu'on n'a pas les mêmes conditions potentielles entre ces deux univers. Donc c'est quelque chose qui peut changer. Absolument, oui. Donc ça ne veut pas dire qu'effectivement on a une série d'expansions, contractions avec des rebonds, etc. Peut-être que... Alors si effectivement l'univers reste en expansion accélérée, si on n'a pas de modèle d'énergie noire type modèle de quintessence qui fait que l'univers peut se réeffondrer par la suite, ça c'est en quelque sorte, l'univers ne pourra pas se réeffondrer. Oui, donc on aura une dilatation et ce sera la fin du cycle, d'une certaine manière. Oui. D'accord. Alors voilà, je commence à avoir des questions qui arrivent. Pouvez-vous parler de l'antimatière et de la disparition de celle-ci? La symétrie de départ en prend un coup. Donc c'est une question de Nabla. Oui, alors c'est une question importante et a priori on pourrait penser qu'à partir, vous savez que donc en physique des particules, en physique des énergies, à partir d'énergie pure, on crée des couples de particules et d'antiparticules. Donc on pourrait penser qu'il pourrait y avoir symétrie si on prend les fluctuations quantiques de l'énergie du vide, ce genre de choses, etc. Cette énergie se matérialise, on devrait avoir moitié matière et moitié antimatière. Or ce n'est pas le cas, comme on sait, en fait l'univers est essentiellement matériel. Il y a en moyenne peut-être une particule d'antimatière pour 1 milliard de particules de matière. Bien, voilà. Alors pour expliquer cette énorme asymétrie, il faut faire de la physique, des hypothèses de physique des hautes énergies et des sortes de brisures de symétrie, ce genre de choses. Alors il y a eu des modèles qui ont été proposés, notamment par Sakharov et d'autres, qui expliquent que dans les phases très primordiales de l'univers, il y a eu une légère violation d'une certaine symétrie qui a fait effectivement que
ça a basculé du côté de la matière parce qu'il y avait une très légère asymétrie, il y avait un tout petit excédent de matière sur l'antimatière, donc les deux parties se sont annihilées et a surnagé et a subsisté uniquement l'excédent de matière sur l'antimatière qui serait toute la matière d'aujourd'hui. D'accord. Toujours pas de questions dans la salle? Alors, donc une question de Pigré qui te remercie pour la conférence. Donc, concernant un éventuel rebond, peut-on imaginer détecter des ondes gravitationnelles avec LISA, le futur interférométrie? J'ai dit qu'effectivement, l'une des choses envisagées de test serait les ondes gravitationnelles, mais c'est certainement malheureusement pas avec l'interféromètre gravitationnel spatial que l'on espère avoir dans le ciel dans la prochaine décennie, LISA, que l'on pourra détecter ce type d'ondes gravitationnelles. Vous savez aussi qu'on a beaucoup parlé il y a 1 ou 2 ans, ou 3 ans, je ne sais plus, le temps passe si vite que je ne sais plus, d'ondes gravitationnelles qui auraient été émises, non pas dans l'univers, dans le pré-Big Bang, mais au moment de l'inflation. Puisqu'il y a un moment dans l'inflation, il y a toute une quantité de phénomènes qui ont effectivement pu produire des ondes gravitationnelles et qui auraient pu laisser une empreinte dans le rayonnement fossile à travers certaines formes de polarisation de la lumière qui nous vient du rayonnement fossile. Et donc, il y a eu une annonce sensationnelle suite à des expériences appelées BICEP, qui sont des observations de la structure de la polarisation du rayonnement fossile, qui étaient faites en Antarctique par des Américains. Et ils avaient annoncé, à grand renfort de publicité, qu'ils avaient détecté ce qui était prédit par les ondes gravitationnelles émises au moment de l'inflation dans la polarisation du rayonnement fossile. Et il s'est avéré qu'en fait, l'effet qu'ils avaient mesuré venait en fait tout simplement de poussière galactique dont ils n'avaient pas tenu compte. Et c'est l'équipe de Planck qui a effectivement rectifié le tir. On est malheureusement encore loin, je pense, effectivement d'avoir des traces et de pouvoir mesurer des ondes gravitationnelles venant des phases primordiales de l'univers. Mais je ne désespère pas qu'un jour on y arrivera. Une échelle de temps, peut-être? Prévision? C'est un petit peu long. Une autre question concernant justement cet aspect de science et de réfutabilité. Donc là, c'est quelque chose qui est important pour ces nouvelles théories en particulier. Donc, quel est ton avis là-dessus? Oui, alors vous savez, en épistémologie, en philosophie, histoire des sciences, il y a différentes conceptions de définition, qu'est-ce que c'est la science bien faite, etc. Et donc il y a un critère de réfutabilité qui a été avancé par Karl Popper dans les années 50, qui a été adopté par une grande partie de la communauté. On dit qu'en fait, entre différents modèles, en fait, les modèles vont survivre lorsqu'ils sont réfutables. Donc c'est une sorte de critère de scientificité, c'est que l'on peut démontrer que le modèle ne tient pas parce qu'il est réfutable, c'est-à-dire on peut trouver une observation ou une expérience qui va contredire le modèle. Voilà. Bon. Alors, évidemment, ce critère-là, qui a été jusqu'à présent généralement accepté par la communauté scientifique, il est sérieusement bousculé, effectivement, par certains modèles de gravité quantique, et notamment les idées qui sont issues du paysage cosmique, avec la théorie des cordes, 10 puissance 500 modèles possibles. Et donc, il y a effectivement énormément de critiques qui sont faites à ce type de modèle, de ces théories, qui ne sont pas seulement des critiques portant sur des aspects techniques, parce qu'on peut aussi, beaucoup d'aspects techniques qui sont encore très très vagues, pas bien résolus sur le plan mathématique, mais simplement des critiques également purement épistémologiques, en disant que là, on sort du champ de la science habituelle. Mais il ne faut pas non plus se crisper sur les critères de réfutabilité. Ce n'est pas parce que Karl Popper a dit ça et que la communauté a en général accepté ce critère de réfutabilité qu'il faut l'accepter forcément. Donc c'est beaucoup discuté. Il y a beaucoup de débats qui dépassent un petit peu des fois les enjeux purement scientifiques et on arrive plutôt à des débats d'enjeux philosophiques. Bruno ? Oui, Bruno. C'est une question qui est souvent posée dans les conférences en public. Dans la mesure où les observations peu à peu pointeraient vers un univers qui est infini actuellement, est-ce qu'on peut dire que l'atome primitif, entre guillemets, était lui aussi infini? Oui, mais je ne vois pas en quoi les observations pointent vers un univers infini. Aucune observation ne peut pointer vers un univers infini. Elle peut pointer vers un univers grand. Mais aucune observation, aucune expérience ne peut pointer réellement vers un univers infini, qui échappera à jamais à toute mesure physique. Voilà. Donc on a un univers grand. Alors cet univers grand peut effectivement être infini. Mais il peut tout simplement être grand, il est infini sans bord. Un hypersphère, par exemple, aurait une courbure extraordinairement grande.
Ça pourrait même être un espace sphérique dodécaédrique de points carrés, mais avec une taille plus grande que l'univers observable. Donc en fait, il y a une flopée en topologie, il y a une infinité en fait, de modèles d'espace fini sans bord, qui en fait crée moins de problèmes que l'espace infini. Parce que d'une certaine façon, dans l'espace infini, il y a une quantité il y a des divergences qui arrivent un petit peu de partout. Mis à part le fait que ce ne soit pas testable expérimentalement, que ça ne sera jamais, il y a aussi tout un ensemble de choses qui posent problème dès qu'on a affaire à l'infini physique. Hein, voilà. L'infini physique doit être distingué de l'infini mathématique. Voilà. Donc je ne vois pas en quoi les observations pointent vers un espace infini. Elles pointent vers un espace qui est grand, probablement plus grand que l'espace actuellement observable. Mais pas forcément beaucoup plus grand. Mais alors, effectivement, la question que l'on pose parfois, c'est si l'espace est infini, est-ce qu'il a toujours été infini? Et est-ce qu'au Big Bang, il était infini? On n'a aucun modèle pour répondre à ça, puisque la relativité générale, je répète, c'est une théorie métrique. Donc elle décrit que ce qui se passe, que ce qui peut se passer localement. Alors c'est vrai que quand on décrit souvent dans la vulgarisation les modèles du Big Bang, qu'on extrapole vers le Big Bang, qu'on dit que la taille de l'univers se rétrécit, après la taille d'un pamplemousse, puis devant, etc., etc., il s'agit de la taille de l'univers observable, la bulle d'univers dans laquelle nous sommes extrapolés dans le passé. Effectivement, cette zone d'univers devient extraordinairement petite. Si l'univers est infini, il l'a toujours été. Mais je t'accorde que ça pose effectivement un problème avec les équations. Alors, une autre question. Donc, on sait que l'univers a à peu près 13,8 milliards d'années, qu'il est en expansion, etc. etc. Et donc, dans ce cas, si on regarde de très très loin dans l'univers, pourquoi ne pourrait-on pas voir notre galaxie la Voie lactée telle qu'elle était il y a X milliards d'années? Donc ça, c'est une question de Cadet. Oui, alors pour ça, il faudrait effectivement que l'univers ait une topologie multiconnexe, c'est-à-dire chiffonné d'une certaine manière, mais chiffonné sur une échelle spatiale relativement petite, de façon à ce qu'on puisse voir une image multiple de notre propre galaxie. Je dois dire que dans les années 50, lorsque les premières idées assez vagues sur la topologie possible de l'univers ont été avancées, certains chercheurs, notamment l'Observatoire de Meudon, où je n'étais pas encore, mais ont commencé à chercher des images possibles de notre Voie lactée, des images multiples. Bon, évidemment, ils n'en ont pas trouvé. On sait aujourd'hui que les contraintes spatio-temporelles sur la taille possible d'un univers chiffonné imposent qu'il est peut-être chiffonné, mais sur des échelles de l'ordre de la taille de l'horizon. Et sur des échelles spatiales de l'ordre de la taille de l'horizon, on ne peut pas voir d'images multiples de notre galaxie, parce que si on a une image multiple de notre Voie lactée, il faudrait en fait un parcours d'un rayon lumineux qui ne pourrait pas dépasser une certaine limite, c'est-à-dire 13 milliards d'années. Oui. Voilà. Et donc, pour avoir des images multiples, il faudrait que l'univers soit beaucoup plus petit que ce qu'il est actuellement. Et c'est exclu par les observations. Merci. Donc une autre question. Donc l'univers est en expansion, mais dans quoi s'étend-il? Question classique. Voilà. Eh bien, parce que ça, le problème, c'est qu'on a des images mentales fausses, effectivement, de ce que c'est que l'expansion de l'univers. Et alors, déjà, bon, l'univers peut être infini. Et déjà, beaucoup de personnes ont du mal à imaginer que l'infini puisse s'étendre. Voilà, et pourtant l'infini peut parfaitement s'étendre. Vous prenez par exemple à une dimension, vous prenez la ligne des réels. C'est une ligne mathématique infinie. Vous découpez des petits intervalles d'un centimètre sur cette ligne de réels. D'accord? Au cours du temps, maintenant, ces intervalles augmentent. Ils passent de 1 cm à 2 cm, etc., etc. Votre ligne des réels est toujours absolument la même. Donc vous avez une expansion de la ligne infinie, mais qui ne crée pas d'espace nouveau particulier. Hein, voilà. Bon, c'est un exemple très simple, mais évidemment, l'infini peut être en expansion. Donc, et par construction, il n'est dans rien. Mais c'est pareil avec l'espace fini. À partir du moment où il n'a pas de bord, l'espace fini sans bord, comme l'hypersphère, le décaèdre, l'hypertor, etc., c'est absolument la même chose. Et donc c'est une erreur fondamentale, et souvent c'est véhiculé par une vulgarisation qui suggère que
qui visualisent l'univers qui gonfle comme un ballon. Par exemple, Oui. on montre le ballon, on dessine des galaxies sur le ballon pour simplement montrer que quand le ballon gonfle, effectivement, les séparations entre les galaxies augmentent. Ça, c'est bien pour montrer ça. Hein, voilà. Mais il vaudrait mieux utiliser un tapis roulant pour expliquer ça. Parce que le problème, c'est que le ballon, les gens posent naturellement la question, oui, mais alors, le ballon, il gonfle dans quelque chose. Voilà. Et évidemment, la question, elle est extrêmement mal posée. L'univers, l'espace-temps, l'univers, c'est l'espace-temps. Il ne peut pas y avoir d'espace en dehors de l'espace et de temps avant le temps. Donc, l'univers est en expansion intrinsèque. Oui. Puis si on voit ce ballon gonfler, c'est quand on est à l'extérieur du ballon, donc forcément, il y a un biais dans l'analyse. Absolument. Alors, on a une autre question de JF Pont. Bonjour, un grand merci pour la conférence. Est-ce que l'on peut imaginer un univers infini dans le temps, ce qui reviendrait à dire que la matière n'a pas de durée de vie? Donc l'univers... Faut distinguer l'univers espace-temps et puis son contenu matériel. Mais oui, alors il y a des modèles d'univers qui sont infinis dans le temps. Mais déjà, un modèle de Big Bang, mais à expansion perpétuelle, il est infini dans le futur. Donc il y a déjà un infini dans le futur du temps. Après, si on élimine effectivement le Big Bang par des théories de gravitation quantique, on peut imaginer des univers antécédents et éventuellement pas de début du temps du tout. Un univers en quelque sorte éternel. Il y a des modèles qui ont été proposés par des théoriciens comme Lindé, etc., qui s'appelle le modèle de l'univers autoreproducteur, qui est un univers en fait absolument éternel, qui n'a pas été créé, qui ne finira jamais, mais qui passe par des phases des phases d'expansion, contraction, des phases d'inflation et tout un ensemble de choses, et qui se reproduit, engendre des bébés univers de façon un petit peu, petit peu infinie. Donc, il y a là des possibilités théoriques, effectivement, d'un univers qui est infini dans le temps. Maintenant, ça ne préjuge pas, après, sur l'éternité ou pas de la matière qui est dans l'univers. Justement, donc si on a cette extension de l'univers, à quoi ça tend au niveau de la matière, donc si elle est en extension infinie? Alors, dans un univers en expansion perpétuelle, les scénarios au final pour la matière, c'est dans le grand refroidissement. Oui, alors ça devient un peu compliqué, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre de façon brève. Bon, un univers qui est en expansion perpétuelle, donc il y a des temps effectivement arbitrairement grands, et donc ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, peut-être de quelques centaines de milliards d'années, par exemple, il n'y aura plus toutes les étoiles seront mortes. Parce qu'il n'y aura plus assez de gaz pour former des étoiles, pour se condenser, etc., etc. Bon, donc on n'aura plus qu'au bout d'un certain temps, des milliers de milliards d'années par exemple, plus que des cadavres stellaires. Donc des naines blanches, des étoiles de neutrons, des trous noirs, etc. Tout ça de plus en plus largement séparé à cause de l'expansion de l'espace. Donc certains, ils me croient que quand on parle des trous noirs, beaucoup sont fascinés par les trous noirs, moi aussi je l'ai été, beaucoup de gens disent mais alors dans le futur, tout va se transformer en un énorme trou noir. Mais non, parce qu'en fait les trous noirs individuels qui se forment, de ci, de là, au sein des galaxies, par les étoiles, etc., ils sont séparés par l'expansion cosmique. Donc on aurait plutôt l'univers d'un futur très, 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 très lointain, serait plutôt une sorte de vaste cimetière, très très froid, avec des cadavres stellaires qui sont séparés. Et puis alors après, quand on analyse, alors j'ai un chapitre dans un de mes livres où je parle de ça, qui s'appelle Le dessin de l'univers, à très très long terme, là, ça devient très très spéculatif, mais à très 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 long terme, on peut faire intervenir après des processus issus de la physique quantique, qui finalement, la matière n'est pas éternelle. Par exemple, le proton pourrait se désintégrer dans certaines théories des hautes énergies. Les étoiles à neutrons pourraient également se transformer en trous noirs, et ainsi de suite. Voilà. Et après, quand on fait intervenir l'hypothèse que des trous noirs quantiques puissent s'évaporer, avec le rayonnement Hawking, les trous noirs eux-mêmes pourraient s'évaporer. Donc sur des échelles de temps incommensurablement longues, que certains se sont amusés à calculer, c'est ce genre de 10 puissance 10 puissance 5000 années, enfin, c'est absolument phénoménal. L'univers incroyablement froid, c'est-à-dire à quelques milliardièmes de secondes du zéro, à quelques milliardièmes de degrés du zéro absolu, ce serait en fait un bain de photons, lorsque tous les trous noirs se seraient évaporés, toute la matière se serait désintégrée. Voilà. Mais franchement, nos connaissances en physique fondamentale sont pas suffisamment solides pour accorder vraiment de crédit à ces scénarios. Ce sont des scénarios. Oui. Alors justement, sur ce point, donc, il y a quelqu'un qui demande si l'observation potentielle d'ondes gravitationnelles au travers de ce trou, on va dire Big Bang ou Big, comment tu l'appelais? Le Big Bounce. Big Bang. Est-ce que donc c'est quelque chose qui est un thème de recherche qui est assez actif en ce moment ou qui est plutôt
Ça a été suggéré, mais comme je répète, en fait, les équations, on n'a pas d'équation exacte pour toutes ces théories de gravitation quantique. Donc, on a fait simplement des scénarios et il y a quelques chercheurs qui, effectivement, ont tenté de calculer à quoi pourraient ressembler des ondes gravitationnelles selon tel ou tel scénario de gravité quantique. Ce n'est pas un sujet de recherche vraiment actuellement bien développé. On n'en sait pas assez d'abord sur les théories elles-mêmes. Autre question dans la salle? Merci. J'avais une question sur ce que tu as mentionné là, sur le rapport de l'énergie du vide entre ce qu'on mesure donc avec la constante cosmologique, oui. Si on est dans le cadre d'une constante cosmologique. Ce que tu as dit, c'est que la valeur que des valeurs calculées dans une théorie qu'on appelle les GUT, les Grand Unified Theory, qui calcule une valeur 10 puissance 120 fois plus grande. C'est un écart. Comme les ordres de grandeur sont incommensurables. Si on n'a pas des effets, justement, si c'était la valeur calculée par les physiciens des particules. Non, si c'était la valeur calculée par les physiciens des particules, l'univers aurait vécu un millionième de seconde. Donc, ce que disent les physiciens des particules, c'est que donc, ce qui accélère l'expansion de l'univers, c'est ce qui disent les physiciens des particules qui croient à ce calcul, qui croient à leur calcul, c'est que ce qui accélère l'expansion de l'univers, ce n'est pas la constante cosmologique. La constante cosmologique, elle est nulle. Et donc, c'est autre chose. L'une également des motivations un peu bizarres du paysage cosmique, c'est de dire qu'en fait, les fluctuations de l'énergie du vide réalisent dans ce paysage différents états du vide. Et dans les 10 puissance 500 états de vide différents, il y en a un extraordinairement improbable qui donne une constante cosmologique extraordinairement petite, c'est-à-dire 10 puissance 120 fois plus petite que la valeur moyenne du paysage. Et notre univers serait justement ce point-là. C'est une démarche épistémologique assez étrange, mais bon, voilà, qui a beaucoup été discutée, à laquelle je ne crois pas du tout, hein, mais enfin, ça c'est une autre affaire. Oui, oui. Enfin, pour moi, la constante cosmologique est une réponse tout à fait naturelle au problème, effectivement, de l'accélération de l'expansion de l'univers. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, merci Jean-Pierre. Merci à vous. Merci à tous ceux qui ont suivi. Et merci d'avoir suivi ce MOOC.